Donc, comme je le disais, c'était quelques soucis de connexion qui ont fait que, qui causent ces arrêts-là. Donc, comme je le disais, le maître, peut servir d'abord à l'estimation préalable des travaux. Donc, avant de commencer les travaux, deuxième temps, la conduite de l'exécution des travaux. Un travaux, par exemple, donc il y a bien. Donc, comme je le disais, la deuxième partie, l'autre utilité du maître, ce sera dans la conduite de l'exécution des travaux, parce que les travaux seront exécutés en phase. Donc, chaque phase devra être quantifiée et on devra, pour chaque phase de la construction, connaître le prix, le budget de cette phase 2. Donc, le maître aussi a un rôle tout au long de la construction. Donc, avant, pendant, mais aussi après. Donc, après, il faudra connaître et en réalité, l'estimation de l'ouvrage qu'on a construit. Donc, ça nous suit du début, pendant et jusqu'à la fin de la construction. Donc, l'évaluation des ouvrages. Donc, comme on l'a dit, l'évaluation avant la réalisation. Donc, avant la réalisation d'une construction, il est nécessaire d'en établir le coût, tant pour le client que pour l'entrepreneur. Donc, pour le client n'engagera aucun travail avant de connaître l'importance du budget à préciser pour... Parce qu'un client, avant même de vouloir construire, par exemple, quelqu'un qui veut construire sa maison, il doit connaître d'abord à peu près quel budget il devra s'attendre. Ce n'est pas comme, par exemple, ici au Sénégal, on construit, on voit que, par exemple, ce que j'avais prévu ne peut même pas me permettre d'achever la moitié de la construction. Donc, on voit, par exemple, ici dans le budget inachevé. Donc, comme cause, on peut dire souvent que la cause est qu'il n'y a pas eu une évaluation préalable de ces. Donc, il faut impérativement pour celui qui va construire, pour la constitution. Pardon, nous fait-il. Vous m'excusez pour une minute. Oui. Chers étudiants, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas écouter la réunion et être d'autres. Si vous n'êtes pas intéressé, laissez aux autres de bien suivre quand même. Mais s'il vous plaît, il n'y a pas de la part de l'autre de couper le micro, je pense. Donc, d'accord. Merci, monsieur Sarr. Donc, je demande à tous les assistants d'être plus concentrés. Donc, c'est pour leur intérêt seulement. Donc, comme je le disais, donc l'évaluation du coût, elle est nécessaire d'abord pour le client. Le client ne doit pas engager une construction sans connaître le budget. Donc, ce n'est pas toujours le cas parce qu'on voit qu'ici aussi au Sénégal, vous voyez des gens qui commencent, qui ont un budget et qui pensent pouvoir construire un R+1 ou un R+2. Alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez que la personne va commencer avant même de terminer le premier niveau, il sera à court d'argent. Du fait que la personne n'a pas fait un maîtrise, c'est-à-dire un maîtrise pour évaluer le coût de l'ouvrage. Donc, pour le client, c'est intéressant. Donc, pour l'entrepreneur aussi, il doit procéder à une estimation avant la réalisation afin de remettre, excusez-moi, des propositions valables quand il fait ses appels à ses services. Par exemple, surtout pour les marchés publics, donc les marchés à appel d'offres, donc l'entrepreneur qui veut gagner le marché, donc il doit lui-même, donc ça c'est compréhensible, il doit lui-même pouvoir faire une évaluation du coût. Donc pour savoir est-ce que l'entreprise lui-même, l'entrepreneur, il a gagner ce projet et de l'amener jusqu'à sa fin. Donc ça, c'était pour avant
réalisation des travaux. Donc, la nécessité d'estimer le coût des travaux. Donc, maintenant, pendant la réalisation, pour la plupart des constructions, l'entrepreneur ne dispose pas d'une trésorerie. Donc, l'entrepreneur ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour assurer la réalisation complète de l'ouvrage. Donc, dès lors, il demande au client de verser des acomptes périodiques et non en fonction du travail exécuté. C'est-à-dire que donc, le travail, il se fait, comme je l'ai dit tantôt, il se fait en plusieurs phases. Donc, l'entrepreneur, il n'a pas le budget total d'un seul coup pour tout le bâtiment. Donc, le fait de connaître l'estimation du coût pendant chaque phase de travaux permettra aussi au client aussi de verser périodiquement, par exemple, la somme nécessaire à l'exécution de chaque phase. Et dernièrement, donc, pour la fin des travaux, donc, on doit procéder au plus tôt au règlement des dépenses. Une estimation précise des ouvrages exécutés est nécessaire, puisque d'une part, les projets initiaux ont pu subir quelques modifications parce que pendant la construction, on peut avoir, par exemple, le maître d'ouvrage qui est le client, il peut décider des changements. Donc, on devait construire telle chose ou bien il demande que, par exemple, des changements. Donc, de nouveaux ouvrages qui doivent être ajoutés à la construction ou des choses qui doivent être retirées à la construction. Donc, de ce fait, à la fin de la construction, donc le budget qui a été estimé préalablement donc ne va pas correspondre avec le budget qui sera réellement utilisé dans les travaux. Donc, il faudra à la fin des travaux donc recalculer le tout pour savoir en réalité quelle était la somme, le budget qui a en réalité servi aux travaux de construction. Donc, maintenant, nous allons passer à quelques définitions qui vont nous permettre de faire un métier. D'abord, nous allons définir le terme d'ouvrage élémentaire. Donc, un ouvrage élémentaire est une partie constituante d'une construction ayant des caractéristiques bien précises. Donc, caractéristiques bien précises, ça veut dire que le matériau est connu, les dimensions, les formes et le dosage pour ce. Donc, si c'est un élément en béton, par exemple, le dosage doit être connu. La mise en œuvre aussi, toutes ces spécifications doivent être données. Donc, et qui sont définies dans les documents dont on se sert pour la mise à prix. C'est-à-dire que l'ouvrage qu'on devra construire, par exemple, le bâtiment qu'on doit construire, sera décomposé en plusieurs ouvrages élémentaires. Donc, il sera décomposé en plusieurs ouvrages élémentaires. Chaque ouvrage élémentaire est un élément, sera un élément à lui-même, donc un ouvrage élémentaire avec ses propres prescriptions, c'est-à-dire sur le matériau qu'on devra utiliser, sur sa forme, donc, et les dimensions. Donc, pour pouvoir faire un métier, nous allons donc, à partir des plans d'exécution qui nous ont été donnés, donc, nous devons donc spécifier tous les ouvrages élémentaires, donc, de la fondation par exemple, jusqu'au dernier niveau de l'ouvrage. Par exemple, comme exemple d'ouvrage élémentaire, les fouilles. Les fouilles sont des ouvrages élémentaires. Donc, on devra quantifier, savoir quelles sont les dimensions, quel est, par exemple, le sable, par exemple, le matériau correspondant à la fouille, du sable ou de latérite ou quelque chose comme ça. Par exemple, vous avez aussi les maçonneries qui sont quantifiées comme un ouvrage élémentaire à lui-même. Donc, dès qu'il y a deux types de maçonnerie différents, donc chaque maçonnerie devient un ouvrage élémentaire. Une maçonnerie de 15 cm, donc, va devenir un ouvrage élémentaire qu'on devra quantifier différemment d'une maçonnerie de 20 cm. Donc, dès qu'il y a des différences ou bien des différences sur les dimensions ou les matériaux, donc il faudra considérer cette différence-là comme un nouveau ouvrage élémentaire. Donc, voici la définition d'un ouvrage élémentaire. Donc, connaissant maintenant comment se passe le calcul du mètre, donc comme on l'a dit, c'est en décomposant l'ouvrage total en plusieurs ouvrages élémentaires qu'on devra quantifier. Maintenant,
nous pouvons définir le maîtrise. Le maîtrise est défini comme étant la somme de tous les calculs de quantité d'ouvrages élémentaires établis dans un ouvrage existant. Donc, le calcul de tous ces ouvrages élémentaires-là, qui, par exemple, regroupés forment l'ouvrage total, par exemple, dans notre cas, sera un bâtiment. Donc, le calcul de tous ces ouvrages élémentaires, donc ces opérations de calcul, c'est ce qu'on appelle un maîtrise. Lorsque ces opérations sont basées sur un ouvrage existant, c'est-à-dire un bâtiment qui est déjà construit et qu'on nous demandera nous-mêmes par exemple, de quantifier. Par exemple, vous pouvez avoir un bâtiment, une personne possède par exemple son bâtiment, il voudrait la vendre, il vous demande maintenant donc de lui quantifier, de lui faire un maîtrise. Donc ce maîtrise-là pourra lui permettre d'avoir une estimation du coût du bâtiment. Donc lorsque le bâtiment est déjà construit, le bâtiment est déjà existant, donc le fait de faire le calcul de ces quantités élémentaires, de ces ouvrages élémentaires, c'est à ce moment-là qu'on parle là de maîtrise. Donc, qui est différent de l'avant-maîtrise. Lui, par exemple, c'est le même procédé de calcul, c'est le même, donc c'est toujours des calculs d'ouvrage élémentaire donc totalisé qui va donner le bâtiment, mais lui, l'avant-maîtrise se fait avant, c'est-à-dire que ça se base sur les plans d'exécution. Donc, ça se base sur les plans d'architecture et les plans de coffrage et de ferraillage du bâtiment. Donc, c'est un bâtiment qui n'est pas encore construit. Donc, voici la nuance entre les deux. Donc, l'avant-maîtrise doit suivre l'ordre chronologique des travaux, sauf exception motivée par des considérations pratiques, afin d'éviter les oublis et pour faciliter les repérages. Donc, il sera plus pratique, il sera plus facile de comprendre, par exemple, le maîtrise si, par exemple, nous suivons l'ordre chronologique des travaux, c'est-à-dire en partant des terrassements, de l'implantation, des fouilles. Après les fouilles, il y a les fondations. Après les fondations, donc, on commence par... c'est les élévations qui vont suivre niveau 1, niveau 2, niveau 3 jusqu'au niveau de l'acrotère. Donc, le fait de suivre cette ordre chronologique est quelque chose qui est mieux. Donc, ça va faciliter les repérages, comme l'a dit. Donc, ça va aussi permettre d'éviter les oublis. Donc, vous suivez méthodiquement l'ordre chronologique des travaux. Donc, ça va aller du bas vers le haut. Donc, toujours dans les définitions, nous allons définir ce qu'on appelle devis. Donc, il y en a même qui... Donc, quand on parle de maîtrise, c'est le fait d'effectuer les calculs. C'est les calculs que vous allez effectuer pour déterminer les quantités. Donc, les devis, c'est des documents qui seront produits après. Donc, après avoir effectué le maîtrise, donc vous produisez des devis qui seront des documents qui vont permettre, par exemple, de présenter les résultats. Donc, d'abord, nous allons parler du devis descriptif. Donc, comme le nom l'indique, c'est un devis descriptif. Il n'y a pas encore de quantités qui seront présentées. Donc, c'est un document qui décrit les ouvrages qu'il faudra réaliser. Donc, d'une manière méthodique et classée, on y indique la nature des matériaux à employer, les spécifications qui les concernent, les conditions particulières d'exécution du travail. Donc, dans le devis descriptif, on vous montrera, donc, si on suit une manière chronologique, on vous montrera donc, les fouilles, donc on vous présentera les fouilles, chaque élément, chaque ouvrage élémentaire d'une manière chronologique qui seront listés et puis qui peuvent être présentés sous la forme d'un tableau, puisque le tableau va permettre, par exemple, une facilité de lecture et de présentation. Mais dans le devis descriptif, donc, on ne fait qu'énumérer les ouvrages élémentaires en tenant compte aussi de chaque spécification, du type de matériaux, des formes et par exemple des conditions d'exécution, des conditions de mise en œuvre. Maintenant, après calcul, après maîtrise, nous pouvons produire maintenant un devis quantitatif. Donc, c'est un document qui récapitule les résultats et les détails de l'avant-maîtrise. Donc, après avoir effectué l'avant-maîtrise, nous pouvons récapituler sous la forme d'un tableau tous les résultats qu'on a obtenus, tous les résultats sur les quantités d'ouvrages élémentaires, donc sous la forme de tableau qui va représenter un devis quantitatif. Donc, en continuant aussi, en connaissant
le prix de chaque ouvrage élémentaire, donc le prix forfaitaire. Donc, nous pouvons ensuite pour un devis estimatif. Donc, c'est un devis quantitatif auquel on applique les prix unitaires. Les prix unitaires, de ce fait, en connaissant les quantités et les prix unitaires, nous pouvons maintenant, multiplication, avoir la valeur estimée du projet. Donc, voici les 3 documents, donc, qui sont des documents qui vont paraître. Donc, après avoir fait notre avant mettre tous les calculs de projet, donc voici les documents qui seront produits à la fin. Donc, maintenant que nous en avons terminé avec les techniques, nous allons montrer, par exemple, quels sont les unités à utiliser, comment seront quantifiés, par exemple, chaque ouvrage, parce que les ouvrages n'ont pas les mêmes formes. Donc, il y a des ouvrages qui sont donc, c'est vrai que tout est volumique, mais il y a des ouvrages qu'on prendra sous la forme par des unités de surface, par exemple, pour les dalles, par exemple, pour les murs aussi. Donc, c'est l'ouvrage linéaire. Donc, chaque ouvrage aura une unité donc, avec laquelle on va la quantifier. Par exemple, donc, pour les ouvrages linéaires, donc, les unités seront le mètre. Hein. Donc, dans ce cas de figure, on peut aller jusqu'à 2 décimales après la virgule. Donc, 2 chiffres après la virgule. Donc, pour les surfaces, nous pourrons jusqu'à toujours 2 chiffres à la virgule. Donc, pour les volumes, vous pouvez aller jusqu'à 3 chiffres après la virgule, ils seront quantifiés en mètres cubes. Donc pour une masse, par exemple, pour la masse, donc l'unité sera en kilogrammes ou bien en tonnes. Donc, ils peuvent aller aussi jusqu'à 3 décimales après la virgule. Donc, pour la main-d'œuvre aussi, donc main-d'œuvre qui sera quantifiée en heures. Donc, l'heure aussi peut aller jusqu'à 2 décimales à la virgule. Donc, voici les unités qu'il faudra utiliser dans le prochain devis quantitatif estimatif. Donc, les arrondis, donc, par exemple, pour les éléments indivisibles, par exemple, les éléments indivisibles, donc, par exemple, les briques, vous calculez le nombre de briques. Donc, c'est des éléments, donc, c'est des éléments indivisibles. Donc, dans la figure, si vous avez, par exemple, des chiffres après la virgule, vous pouvez en dire à un multiple de 5, le multiple de 5 le plus proche, peut-être. Par exemple, là, on vous donne l'exemple par exemple, vous calculez, vous avez 524,2, par exemple, 524,2 briques. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 525 unités, par exemple, 125 briques. Donc, pour les ouvrages indivisibles, vous ne pouvez pas laisser les virgules. Donc, il faut impérativement arrondir. Donc, pour un résultat avec 2 chiffres après la virgule, donc comme pour les éléments linéaires ou les éléments surfaciques, donc si, par exemple, si après la virgule, donc le chiffre, c'est un chiffre petit que 5, donc on peut arrondir par exemple, donc ça, on le connaît tous. Hein. Donc, par exemple, quand on a 126,44, donc comme le dernier après la virgule égale à 4, il est petit. Donc, on peut arrondir en reculant jusqu'à 125,140. Donc, si le dernier chiffre est supérieur à 5, donc on peut arrondir vers le multiple de 5 le plus proche. Donc, ça là, donc c'est des choses que nous connaissons déjà. Donc, maintenant, après avoir terminé avec les unités et les arrondis, nous pouvons maintenant passer aux démarches indispensables avant l'avant-maître. Donc, pour faire un avant-maître, il faut déjà que le maîtreur connaisse certains. Donc, il faut, par exemple, des documents indispensables au maître. D'abord, les plans. Donc, si vous n'avez pas les plans architecturaux, les plans d'exécution, vous ne pouvez pas pour le moment faire un maître. Il faut les plans et aussi le CCTP, le cahier des clauses uniques particulières. Donc, à défaut, donc, vous voir le descriptif des ouvrages. Donc, le descriptif, comme on l'a dit, c'est ce qui apporte les spécifications. C'est-à-dire, ouvrage élémentaire, quel est le type de matériaux qu'on va utiliser, quelles sont les techniques de mise en œuvre.
Donc, tous ces éléments complémentaires, donc, ce sera donné dans le CCTP ou dans le descriptif. D'accord. Maintenant qu'on a, par exemple, qu'on a mis ces documents, on a les plans, on a le descriptif. Donc, maintenant, on peut passer à l'avant-maîtrise. Donc, la réalisation de l'avant-maîtrise sera conduite en respectant les démarches suivantes. Donc, premièrement, vous s'imprégnez des prestations demandées et des particularités des plans. C'est-à-dire que la mise d'œuvre, par exemple, le maître d'œuvre qui est souvent les architectes, donc ils vont produire le CCTP, c'est-à-dire que les descriptifs qui vont vous montrer quels sont les travaux que vous devez, quels sont les travaux que vous devez produire. Et tous les spécifications sur les matériaux et sur la mise en œuvre. Donc, avant de commencer le maîtrise, donc il faut impérativement, donc si par exemple, si c'est un marché public, donc il y aura sûrement CTP, donc il faudra lire ces documents pour connaître toutes ces informations. Par exemple, pour les marchés privés, les marchés privés, parfois, on peut ne pas avoir de CCTP. Donc, l'architecte peut produire un descriptif, donc là où il va décrire l'ouvrage, par exemple, si c'est un bâtiment, le nombre d'étages, le nombre de pièces, donc, et aussi, pour le descriptif de travaux, il va décrire là-bas, par exemple, les matériaux, par exemple, surtout pour la seconde œuvre, donc il faut beaucoup d'informations. Donc, par exemple, pour le second œuvre, pour la menuiserie, pour le rétissé, donc il y a toujours des paramètres qui vont permettre d'avoir l'information complémentaire. Donc, avant de commencer, il faut lire. Donc, qu'est-ce qu'on attend de si par exemple, nous sommes, moi je me mets comme entrepreneur, donc je dois d'abord lire tous ces documents avant de passer au maîtrise. Donc, deuxièmement, il faut faire une liste ordonnée des ouvrages élémentaires. Il faut faire une liste. Donc, quand vous avez les plans, vous pouvez maintenant lister tous les ouvrages élémentaires. Donc, comme on a dit, il sera plus facile de procéder d'une manière chronologique. Donc, vous commencez par les fouilles, et ensuite par les remblais, donc par les fondations jusqu'à terrain. Donc, si vous suivez une ordre chronologique, vous pouvez maintenant lister et reconnaître quels sont les ouvrages élémentaires qu'on devra exécuter. Donc, troisièmement, analyse sans calcul des différents ouvrages élémentaires. Recherche des dimensions manquantes. Donc, souvent dans les plans, il peut y avoir des dimensions qui sont manquantes. Donc, le plan qui est produit par l'architecte, donc vous devez avant tout, donc, maintenant que vous avez reconnu tout l'ouvrage élémentaire, vous allez regarder est-ce que les dimensions, est-ce que tout a été mesuré, toutes les dimensions ont été les cotations sont exactes ou bien sont donc comme je l'ai dit, donc tous les dents donc tous les dimensions qu'il n'y ait pas de dimension manquante, hein, je veux dire. Donc après cette vérification, maintenant vous pouvez passer à l'avant-maîtrise, vous pouvez passer au calcul. Donc vous procédez de manière chronologique. Chaque ouvrage, vous calculez. Maintenant vous connaissez toutes les dimensions. Il n'y a plus de dimensions manquantes et autres. Donc vous calculez les quantités. Soit c'est des quantités volumiques, des quantités en mètres cubes, ou des quantités en mètres carrés, ou des quantités en mètres linéaires. On en a parlé pour les unités. Il y a différents types d'unités pour chaque ouvrage. Donc on verra ça dans la suite. Donc voici donc la procédure à suivre avant de commencer à calculer. Donc il faut lire toujours les descriptifs. Donc il faut analyser les plans, voir qu'il n'y ait pas de dimension manquante, et maintenant vous pouvez passer au calcul du maîtrise. Donc, les calculs doivent suivre lors d'exécution des travaux à d'éviter les omissions pour faciliter l'exploitation du maîtrise. Donc, par exemple, pour l'exécution du bâtiment, à un niveau, on aura terrassement, donc les terrassements, fondation, élection. Donc, après, donc ça, c'est les travaux de gros œuvres, terrassement, fondation, après élévation. Donc, après, la couverture d'étanchéité pour la terrasse, donc vous aurez l'électricité, la menuiserie, la plomberie. Donc, c'est comme ça qu'il faudra suivre chaque élément, donc chaque phase, et chercher les éléments
élémentaire et les calculer. Donc, nous pouvons passer maintenant au calcul de l'avant-méthode, au calcul des quantités. Hein. Donc, calcul des ouvrages élémentaires. Donc, nous allons commencer par les travaux de classement. D'abord, donc, comme travaux de classement, vous allez avoir les décapages, donc qui consistent à enlever la terre végétale sur une profondeur de 10 à 30 cm. Donc, la surface de décapage est étendue à la surface d'assise des ouvrages majorés d'un débordement de 2 mètres. Donc, un débordement de 2 mètres si possible. Donc, s'il y a des mutualités, donc vous ne pouvez pas respecter ce débordement. Mais au moins que le décapage déborde par rapport à la surface du bâtiment. Donc, le mètre du décapage a pour unité le mètre carré. Donc, pour les ouvrages de décapage, donc c'est pour la terre végétale. Parce que parfois, souvent, vous avez un nouveau projet. Donc, la terre que vous trouvez là-bas, c'est une terre qui, donc, soit il y a une terre végétale, donc des herbes, quelque chose comme ça. Donc, il y a une terre souillée. Donc, il doit au moins décaper cette terre sur toute l'étendue de la surface. Et aussi en respectant aussi un débord par rapport à la surface du bâtiment. Donc, cela quand un mètre carré. Donc, de ce fait, l'épaisseur donc l'épaisseur sera prise entre 10 et 30 cm. De ce fait, donc, dans la description de l'ouvrage élémentaire, donc vous allez dire décapage d'épaisseur de 10 ou 20 ou 30. Et la quantification sera en mètres carrés. Donc, donc ce qu'il faut faire en premier, donc c'est décaper. Maintenant que vous avez un sol assez plat, donc un sol, donc vous n'avez plus de terre souillée, donc on peut maintenant procéder aux fouilles. Donc, pour les fouilles, donc on va d'abord énumérer les appuis, donc destinés à recevoir les semelles isolées. Donc les dimensions sont en fonction de celle de la semelle, avec un débord de 5 à 10 cm. Donc les fouilles en pluie, c'est les fouilles qui permettent de repérer. Donc c'est les fouilles qui permettent par exemple, de récupérer les semelles isolées. Donc quand vous avez une semelle qui est isolée, donc il faudra donc à ce moment-là que vous allez exécuter donc une fouille en pluie. Mais il faudra au moins un certain débord par rapport à la semelle. Donc, d'abord, c'est sur 5 cm. Il y en a qui vont jusqu'à 10 cm. Donc, vous pouvez retrouver les dimensions. Donc, les fouilles en puits seront quantifiées en mètres cubes. Donc, il faudra des dimensions. Donc, la longueur et la profondeur de fouille. Donc, la profondeur de la fouille sera sûrement des utilisateurs. Donc, vous connaissez comment la profondeur des semelles. Donc, par rapport à la portance du sol. Donc, il faudra aussi prendre en compte le béton de propriété, donc, qui est de 5 cm. Il faudra d'abord déposer avant d'exécuter la semelle. Donc, connaissant la semelle, les dimensions de la semelle, vous pouvez vraiment déduire en y ajoutant les bords les dimensions de votre fouille. Ainsi, vous pouvez quantifier la fouille. D'accord. Donc, deuxième type de fouille, il y a les fouilles en rigole, donc qui reçoivent les semelles filantes. Donc, les fouilles en rigole reçoivent les semelles filantes. Donc, ou aussi des murs, comme les murs de soubassement. Donc, les murs de soubassement, donc, dans le texte, j'ai sauté soubassement. Donc, généralement, la largeur est 2 fois l'épaisseur du mur. Par exemple, si vous avez un mur de 20 cm que vous devez exécuter, donc vous pouvez faire des fouilles rigoles d'une épaisseur de 40 cm. Minimum 40 cm. Ça peut être plus, hein. Donc ça peut être plus. Et le maximum, c'est 2 mètres. Si vous dépassez 2 mètres, vous n'avez plus une fouille. Vous avez plus une fouille. On ne peut plus appeler ça une fouille en rigole. La largeur. Hein. Donc la largeur, c'est en fonction de la largeur du mur. Donc si vous avez un mur, par exemple, une fouille en rigole pour un mur de soubassement, donc minimum, vous devez avoir une largeur égale à 2 fois l'épaisseur du mur. Le maximum, c'est 2 mètres. Hein. D'accord. Nous avons aussi la troisième, c'est fouilles en pleine masse. Donc, ils sont appelés excavations, donc car destinés à enlever des volumes ou des masses importantes de terre. Donc,
par exemple, ou aussi qui sont destinés à accueillir un radier général. Par exemple, si vous avez un radier général, donc vous allez certainement faire une excavation. Donc, ce sera une fouille en pleine masse. Donc, ou bien, par exemple, pour les sols, les bâtiments avec sous-sol, vous êtes obligé de faire donc une fouille en pleine masse parce que vous avez un sous-sol dans votre bâtiment. Donc, chaque fouille va dépendre du type de fondation qui est utilisé. Donc, si vous utilisez, par exemple, des fondations isolées, vous aurez des fouilles, des fondations avec semelle filante, vous aurez des fouilles en deux. Donc, avec le radier, vous aurez, ou bien avec un banc avec sous-sol, vous aurez donc certainement une excavation, donc correspond à une fouille en pleine masse. Donc, les fouilles ce sont des opérations de remblai et de déblai. Donc, les fouilles sont des opérations de remblai et de déblai. Donc, remblai, c'est d'apporter des terres. Donc, quand vous apportez de la terre, donc par exemple, la déposer, par exemple, sur un creux, vous voulez la remplir avec de la terre, donc vous êtes de faire un remblai. Donc, remblai, c'est le fait d'apporter de terre. Donc, comme vous avez le cas des remblais contre fondation, donc on va y revenir avec les remblais contre fondation. Vous avez les remblais sous dallage. Donc, avant, donc le dallage au sol, donc après avoir exécuté les fondements jusqu'au long green, donc on fait un remblai contre fondation. De ce fait, vous installez le dallage au sol. Donc, et quand on parle là de déblayer, c'est d'extraire des terres. Donc, quand vous allez, c'est comme l'excavation. L'excavation, c'est une opération de déblaiement. Hein. Donc, c'est le fait d'extraire des terres. Donc, nous allons passer maintenant à l'étude des remblais. Hein. Donc, ils sont plus souvent effectués avec des terres d'abord, des terres d'apport. Je veux dire, donc, les remblais sont souvent effectués avec des terres. Donc, ce sera des terres qui sont apportées. Donc, par exemple, du sable dune ou du bride. Donc, quand on dit d'apport, c'est par rapport, donc ce sera par rapport au que, dans un autre cas, on peut utiliser les terres en place. Les terres en place, par exemple, on peut, avec les opérations de déblayer, donc vous avez déblayé, donc ce sable-là que vous avez déblayé, donc vous pouvez le réutiliser pour un remblai. Donc, ce sera un remblai avec avec le sol, donc avec le sol provenant des fouilles. Donc, dans la spécification de cet ouvrage alimentaire, donc on est remblai avec sol, avec sol provenant des fouilles. Donc, c'est différent de notre ouvrage alimentaire. On appellera, par exemple, remblai en terre d'apport. Donc, remblai avec un sable de dune. Donc, dès qu'il y a changement entre le type de sable utilisé, donc ça change, donc vous devez, donc ça va ser donc ce sont deux ouvrages élémentaires différents. Donc, il ne faut pas oublier de tenir compte du froissement produit un volume plus important. Donc, quand vous effectuez une opération de déblai, donc vous avez déblayé, vous devez déblayer, vous déposer par exemple pour déblayer quelque part. Donc, le fait, cette opération-là, ça fait que, par exemple, le matériau lui-même, il va s'aérer, il va prendre l'air. Donc, le volume que vous avez, que vous allez sortir sera dans du volume exact du déblai. Donc, du fait de l'aération des terres. Donc, il faudra prendre en compte ce phénomène qui est ici le fondement. Donc, à titre indicatif, les pourcentages de foisonnement généralement retenus sont, par exemple, pour les terres végétales ou les terres sablonneuses, il faudra calculer un remblai
Donc, comme je le disais, il faudra chaque fois prendre en compte, pour le calcul des remblais, le coefficient de foisonnement. Parce qu'en réalité, le volume que vous devez remblayer sera différent du volume du sable d'apport. Parce que le sable s'aère. Donc, quand vous sortez, par exemple, quand vous avez du sable que vous devez remblayer, donc le sable déposé, il s'aère. Donc, les deux volumes seront différents. Donc, il faudra calculer en tenant compte de ce phénomène de foisonnement. Donc, pour les terres végétales ou les terres sablonneuses, donc le coefficient de foisonnement sera égal à 1,20 parce qu'il faudra augmenter 20% du volume des dimensions, par exemple, le volume de la fouille en remblayé. Donc, pour les terres argileuses ou les terres caillouteuses, donc le coefficient de foisonnement est égal à 1,35. Donc, d'accord. Donc, maintenant, nous pouvons essayer de calculer les remblais contre les remblais. Donc, maintenant, nous allons commencer par les remblais contre fondation. Donc, regardez bien ce schéma-là. Donc, là, on vous montre, vous avez un poteau donc, qui va transmettre sa charge donc, vers une semelle qui est une semelle isolée. Donc, on avait dit que pour les semelles isolées, il faudra donc effectuer des fouilles en puits. Donc, les fouilles en puits, donc, les dimensions sont en fonction de celles de la semelle avec le débord. Donc, après avoir exécuté la fouille, nous allons maintenant exécuter l'élément, c'est-à-dire que la semelle. Donc, d'abord, il y a un béton de propreté de 5 cm qui est déposé. Donc, après, vous allez coffrer votre semelle et la couler. Après, il y aura la mosse poteau qui va suivre. Donc, après toutes ces opérations-là, donc ce qui reste sera remblayé. Donc, il faudra calculer le volume de ce remblai. Donc, le remblai porte fondation. Donc, le volume de ce remblai donc, sera en fonction du volume de fouille. Donc, il faudra prendre le volume du fouille, c'est-à-dire que la fouille, les 3 dimensions, donc la longueur de la fouille, la largeur et la profondeur. Donc, ça vous donne le volume de fouille. Vous allez soustraire de ce volume, le volume du béton de propreté. Par exemple, le béton de propreté, il a la hauteur est de 5 cm. Donc, lui aussi, il déborde par rapport à la semelle de 5 cm. Donc, en connaissant ces dimensions, vous pouvez calculer le volume du béton de propreté. Donc, il faudra soustraire du volume de la fouille, le volume du béton de propreté. En plus de cela, vous allez soustraire aussi le volume de la semelle et soustraire aussi le volume de l'amos poteau enterré. Parce qu'en réalité, ce n'est pas tout l'amos poteau qui sera enterré. Parce que les fondations, ils peuvent avoir, donc la côte des fondations, donc il y a une partie de l'amos poteau qui sort, donc qui est à un niveau plus élevé que le terrain naturel. Donc, de ce fait, l'amos poteau, ce n'est pas toute la partie donc, qui sera immergée dans le sol. Ce n'est pas toute la partie qui sera enterrée. Donc, de ce fait, il faudra calculer cette partie restante, cette partie enterrée de l'amos poteau. Donc, connaissant la profondeur de la fondation, donc tous ces éléments-là, donc toutes ces dimensions, vous pouvez les rechercher. En connaissant toutes ces dimensions, de fouille, donc vous allez soustraire le volume du béton de propreté, le volume de la semelle et de la mosse poteau enterrée. Donc, ça vous donne le volume du remblai. Mais il faudra multiplier ce volume de remblai par le coefficient de foisonnement. Donc, voici comment se calculent les remblais contre fondation. D'accord. Donc, on passe à un autre type de remblai, qui est le remblai contre mur de soubassement. Donc, le mur de soubassement, c'est le mur que vous allez construire sous les rongrines. Donc, c'est un mur de protection. Donc, c'est le mur qui sera fait d'agglo-plein, donc qui sera sous les longrines. Donc, ça permet aussi de protéger l'ouvrage, par exemple, par rapport à l'extérieur, donc s'il y a immersion de l'eau ou quelque chose comme ça. Donc, le mur de soubassement, donc, connaissant l'épaisseur du mur de soubassement, donc, vous allez
comme on a fait avec les remblais contre fondation. Donc, vous calculez d'abord le volume du fouille, hein, le volume du fouille. Par exemple, la fouille en rigole. Donc, vous connaissez la largeur. La largeur était en fonction de, donc comme on l'a dit, en fonction de la largeur, du mur. Donc, vous connaissez les dimensions de la fouille. Vous pouvez calculer le volume des fouilles. Donc, pour tout le bâtiment. Donc, pour toute la longueur du mur de soubassement dans votre bâtiment. Donc, volume du fouille. Donc, vous allez soustraire le volume du béton de propreté. Donc, les dimensions aussi, comme l'a dit. Donc, vous appliquez les débords. Donc, l'épaisseur de 5 cm du béton de propreté, vous connaissez son volume. Donc, vous allez soustraire donc, le volume du béton de propreté. Vous allez soustraire le volume du béton de propreté. Et enfin aussi, vous allez soustraire aussi le volume du mur de soubassement enterré. Parce que le mur de soubassement aussi, il y a une partie qui sera enterrée. Ce n'est peut-être pas toute la partie. Donc, il y a une partie de ce mur de soubassement qui sera enterrée. Donc, vous aurez maintenant le volume à remblayer. Donc, ce volume à remblayer, vous le multipliez par le coefficient de fonctionnement du sable que vous apportez. Donc, donc comme on a dit, soit c'est un sable d'apport, c'est un sable de dune, ou bien c'est les terres en place. Donc, vous multipliez par le coefficient de foisonnement et vous aurez maintenant le remblai du contre-mur de soubassement. C'est bon. Donc, troisième type de remblai aussi, après avoir exécuté toutes les fondations, maintenant nous avons exécuté toutes les semelles et aussi les longrines et le dallage au sol. Donc, en regardant sur ce schéma, je pense que ça sera plus clair. Si la semelle ou le mur de soubassement, tous les éléments enterrés dans la fouille. Donc, vous allez soustraire ces éléments-là, le volume de ces éléments par rapport au volume de la fouille et maintenant multiplier par le coefficient de foisonnement. Donc, voici comment se fait le calcul. Donc, maintenant, on était au niveau du dallage sol. Donc, pour le dallage sol aussi, il faudra connaître la hauteur H, donc qui est la différence entre la côte de la longrine, donc ce qui est la rase supérieure de la dalle, qui est la côte supérieure de la dalle, et aussi la côte du terrain naturel. Donc, qui est H. Donc, ici, en connaissant H, donc, je peux soustraire de H l'épaisseur du dallage, donc je vais connaître l'épaisseur de mon remblai, c'est-à-dire que la hauteur ou bien la profondeur. Donc, c'est la hauteur du remblai. Donc, maintenant, je connais la hauteur du remblai. Connaissant la hauteur du remblai, je vais multiplier avec la surface de remblai, l'aire du dallage. Donc, parce que le remblai, il est sous le dallage. Donc, l'aire du dallage, il correspond à la surface plane du remblai. La surface plane du remblai, multiplié par sa profondeur, ça vous donne le volume à remblayer. Donc, ce qu'il faut connaître ici, c'est la dimension H. Donc, dimension H qui est la différence entre les deux arases, c'est-à-dire que les deux côtes entre le terrain naturel et la rase supérieure de la dalle. Donc, quand vous avez cette hauteur H-là, donc, il faudra encore aussi soustraire l'épaisseur de la dalle, vous aurez la profondeur à remblayer. Donc, vous la multipliez par la surface du dallage. Donc, vous avez le volume. Maintenant, il ne faut pas oublier de multiplier par le coefficient de foisonnement. Donc, de ce fait, vous aurez l'épaisseur, vous aurez le volume du remblai sous dallage. Donc, voici les trois types de remblai que nous avons dans la phase des
des fondations. Donc, vous voyez que maintenant, donc, tout ce qui est remblai et déblai, donc les opérations de remblai et déblai, les fouilles et les remblais, donc nous en avons terminé. Maintenant, nous pouvons passer au calcul des éléments en béton armé. Tout d'abord, avec les éléments de fondation. Donc, les travaux de fondation. Donc, il y a d'abord le béton de propreté. Donc, comme je l'ai dit, le béton de propreté aussi, il faut connaître son unité. Dès que vous connaissez l'unité de l'ouvrage élémentaire, vous saurez comment le calculer. Donc, ce sera un ouvrage volumique qu'on devra calculer en mètres cubes. Donc, en connaissant, donc, il faudra connaître les 3 dimensions. Donc, comme c'est un volume. Donc, le volume, c'est longueur fois largeur multiplié par épaisseur. Donc, vous connaissez ces 3 dimensions-là. Vous multipliez, vous avez le volume du béton de propreté facilement. Maintenant, pour les semelles, par exemple, dans le cas où on a un bâtiment poteau, semelle, donc avec des semelles isolées. Donc, je prends seulement le cas des semelles isolées. Donc, vous pouvez avoir 2 types de semelles. Donc, une semelle isolée, donc courante, la semelle isolée courante, donc qui est cubique, donc, ou bien une semelle isolée sous la forme d'un glacis. Donc, semelle isolée courante, donc le calcul est facile, hein, donc longueur fois largeur, par hauteur de la semelle, vous avez le volume. Donc, pour le glacis, donc, il y a la hauteur du patin. Le patin, c'est la forme cubique que vous avez en bas et le glacis, c'est une forme trapézoïdale que vous avez au-dessus. Donc, c'est la somme de ces deux volumes. Donc, vous pouvez avoir des formules approchées de ce volume total. Mais la formule exacte du volume, c'est ici, V égale à H sur 6. Donc, H étant la hauteur totale la hauteur totale donc la hauteur totale de la semelle, H sur 6, donc multiplié par B facteur de 2A. Donc, quand je mets grand A et grand B, c'est les dimensions de la semelle. Donc, petit a et petit b, c'est les dimensions du poteau. Donc, le poteau qui va arriver, sur la semelle. Hein. Donc, facteur de B, donc B multiplié par 2A, 2 grand A plus petit b, facteur de 2 petit a plus grand A. Donc, voici la formule pour le glacis. Donc, bon, vous aurez un ouvrage qui est aussi volumique, donc vous avez le volume des semelles. Donc, maintenant, nous pouvons passer aux travaux d'élévation. Donc, nous pouvons passer aux travaux d'élévation. Donc, il faudra calculer ici les poteaux, les longrines, les poutres, les linteaux et les dalles. Donc, moi, je les cumule parce que c'est toujours des éléments à 3 dimensions. Donc, pour le calcul des volumes, donc, ce sera toujours c'est la multiplication des 3 dimensions, que ce soit pour le poteau, pour les linteaux, pour les longrines, pour les dalles et autres. D'accord. Donc, il suffira seulement de multiplier par les 3 dimensions pour avoir le volume de chaque élément. Donc, le volume du poteau et autres. Donc, pour la maçonnerie, donc, nous pouvons passer au calcul de la maçonnerie. Maintenant, je pense que les bétons armés, nous en avons fini. Donc, nous pouvons maintenant passer à la maçonnerie. Donc, pour la maçonnerie, vous aurez, par exemple, là, je vous montre les schémas, parce que les schémas, ça vous permet de bien comprendre ce qu'il faudra calculer. Donc, la maçonnerie, c'est 1 mètre carré. Donc, mètre carré, donc c'est la surface verticale du mur. Donc, ça, vous pouvez facilement calculer pour un bâtiment quelle est la surface verticale du mur, de chaque mur. Donc, il faudra aussi soustraire les ouvertures. Par exemple, il faudra soustraire les portes et les fenêtres. Hein. Donc, les murs sont pris comme des valeurs surfaciques. Donc, c'est la surface verticale. Donc, vous multipliez directement, vous avez la surface du mur. Maintenant, connaissant la surface du mur, nous pouvons aussi calculer le nombre de briques. Donc, pour savoir quel sera le nombre de briques à confectionner pour exécuter tous les murs qui sont dans notre bâtiment. D'accord. Donc, dans ce cas de figure, donc, le nombre de briques, c'est la surface du mur divisé par ici 0,42 fois 0,22.
Donc, pourquoi je mets 0,42 fois 0,22? Par exemple, je prends une brique, les briques, que ce soit des briques de 15 ou de 20, donc ils ont 3 dimensions. Donc, la dimension, par exemple, par rapport à la vue que je vous ai présentée à droite, la figure de droite, donc vous voyez que la longueur de la brique, la longueur, c'est une longueur de 40 cm. La hauteur de la brique, donc la hauteur, c'est une hauteur de 20. Donc la surface plane, donc la surface verticale, donc quand vous déposez une brique, donc qui va constituer le mur, donc c'est 40 fois 20 cm. Donc quand vous divisez la surface divisée par la surface de cette brique, vous aurez le nombre de briques. Mais il faudra tenir en compte du moitié de pose parce que les briques, ils sont collés entre elles. Donc les briques sont collées entre elles. Donc il faudra prendre en compte de ce collage-là qui est appelé ici le moitié de pose, qui est souvent égal, qui est souvent égal à 2 cm. Donc 2 cm de part et d'autre, donc qui permet de raccoler les briques, il faudra prendre ça en compte. Donc de ce fait, vous allez ajouter 2 cm à chacune des dimensions de votre brique. Donc finalement, vous aurez une brique de 42 cm, donc brique plus moitié de pose. Donc vous aurez une surface de 42 cm multipliée par 22 cm. Donc vous allez diviser la surface du mur par cette surface-là. Donc ça va vous donner le nombre de briques. Maintenant aussi, il faut tenir compte des pertes parce que pour les briques, vous savez qu'avec le transport, avec la confection, avec l'utilisation, donc souvent il y aura des pertes. Donc souvent, on surestime le nombre de briques en prenant un pourcentage de 10%. Donc vous pouvez multiplier le nombre de briques par 1,1. Ça veut dire que c'est pour prendre en compte des pertes. Maintenant, il y en a qui peuvent directement calculer le nombre de briques en prenant 40 fois B. Donc, donc, si vous ne prenez pas en compte le moitié de pose, ça risque de vous donner un nombre assez élevé. Donc, vous risquez d'avoir un nombre très grand de briques dans votre construction. Je parle de ça en connaissance de cause. Donc, le mieux, il faut prendre en compte le moitié de pose. Après, vous pouvez rajouter en tenant compte des pertes, donc un pourcentage de 10%. Donc, pour les planchers à OD, donc qui dit briques aussi, qui parle de confection de briques aussi, donc on parle là aussi de confection d'OD. Donc, les OD c'est les éléments qui servent à la confection. Par exemple, qui vont servir donc lorsqu'on devra construire des bâtiments avec des planchers poutrelles ourdées. Donc, souvent, les bâtiments, donc vous avez deux types de planchers, plancher dans plaine ou plancher poutrelles ourdées. Donc, il faudra aussi connaître quel est le nombre de ourdées que vous devez disposer. Donc, le nombre d'ourdées sera égal à la surface du plancher. Donc, quand vous avez le plan de coffrage du bâtiment, vous aurez directement la surface du plancher. Donc, vous diviserez ça par 0,6 fois 0,2. Donc, 0,6, c'est l'angle-axe des poutrelles. Donc, dans l'axe des poutrelles. Donc, on dira que chaque ourdie va prendre pour elle. C'est vrai que sa distance, sa longueur totale n'est pas égale à 60, mais entre chaque ourdie, donc il y aura les poutrelles. Donc, il faudra prendre l'axe de la poutrelle et vous multipliez par la largeur ou bien ici la hauteur de l'ourdie qui est ici égale à 20 cm. Donc, vous aurez la surface d'une seule ourdie. Donc, ce qui est la surface vue de dessus. Donc, vous divisez la surface du plancher par cette surface-là, vous aurez maintenant le nombre d'ourdis à disposer. Donc, vous pouvez aussi appliquer un pourcentage de 10%, ajouter un pourcentage de 10% au nombre pour tenir compte des pertes. Donc, dans le tableau ci après, on vous montre, par exemple, un tableau qui, selon le type de dalle que vous avez, donc vous pouvez avoir des dalles 12 plus 4, 16 plus 4, 20 plus 4. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand on dit 12 plus 4, ça veut dire que les planchers poutrelles ourdis, ça veut dire que 12 qui est la hauteur de l'ourdie et 4 ce qui est la hauteur de la dalle de compression. Donc, ce tableau vous donne directement le volume des nervures, parce qu'il y aura des nervures. Donc, nervure, c'est la même appellation, une nervure poutrelle. Donc, c'est les éléments qui vont reprendre, par exemple, les ourdis. Donc, vous pouvez directement connaître le volume de nervure en fonction des dimensions de votre
en fonction de la surface de votre plancher. D'accord. Donc, dès que vous connaissez la surface du plancher, donc si c'est un plancher 12+4, il faudra, le volume sera 0,3 multiplié par la surface pour connaître le volume total le volume des nervures. Donc, par exemple, je prends seulement ce premier exemple. Donc, pour toujours une dalle de 12+4, donc le volume de la dalle de compression, ce sera 0,4 m3 pour 1 m² de dalle. Donc, le total, donc ça vous donne la somme. Donc, ce tableau directement, ça vous donne quel sera le volume par chaque fois quantifier chaque élément de l'ouvrage. Donc, on voit que dans les planchers, il y a deux types d'éléments. Donc, il faudra quantifier les nervures en termes de mètres cubes et il faudra aussi quantifier la dalle de compression. Donc, il faut savoir le nombre de mètres cubes. D'accord. Donc, maintenant aussi, après avoir quantifié tout, chacune des éléments du béton armé, donc nous allons maintenant spécifier quel sera le dosage à utiliser pour chaque type d'ouvrage élémentaire. Donc, on va commencer par les bétons. Donc, pour les bétons de propreté, pour les bétons de propreté ou les bétons coulés à même le sol, donc ils n'ont pas besoin d'un très grand de très grand dosage. Donc, le béton de propreté, donc son dosage, c'est 150 kg. C'est-à-dire que un béton de propreté va nécessiter 150 kg de ciment, le dosage en ciment. Donc, 1 m3 de béton de propreté, donc vous aurez besoin de 150 kg de ciment. Donc, c'est ça le dosage en ciment. Donc, selon chaque type de béton, vous aurez un dosage différent. Par exemple, pour les bétons de structure, donc, quand on dit béton de structure, c'est le béton armé qui est appelé à résister aux charges. Donc, qui est appelé à résister aux charges. Donc, lui, il a un dosage de 350 kg par mètre cube. Donc, pour les formes de pente ou les dalles au sol, donc ils ont un dosage de 250 kg par mètre cube. Donc, directement, maintenant là, on en a fini avec les calculs des quantités, les calculs des volumes. Maintenant, nous pouvons calculer les matériaux qui vont nécessiter à l'exécution de ces ouvrages. Un ouvrage en béton armé. Donc, dans le béton armé est un type de matériau, mais il y a des matériaux constitutifs. Il y a le ferraillage, donc il y a l'acier. Il faudra connaître la quantité d'acier à disposer. Il faudra connaître aussi les matériaux constitutifs du béton. Donc, ils seront quoi? Le ciment, la quantité de sable et la quantité de gravier. Donc, pour cela, il faut connaître les dosages. Donc, par exemple, le dosage du sable, c'est 400 litres par mètre cube. Donc, 1 mètre cube de béton armé, il faudra 400 litres de sable. Et 1 mètre cube de béton armé, il faudra 800 litres de gravier. Donc, à partir de cela, vous pouvez connaître quelles sont les quantités directement de chaque matériau constitutif, c'est-à-dire de chaque élément constitutif du béton armé. Donc, on en a fini avec les bétons, on passe au mortier. Donc, j'espère que vous connaissez la différence entre béton et mortier. Hein. Donc, les mortiers aussi. Donc, chaque type de mortier, il a son propre dosage. Par exemple, les briques pleines ou creuses, on les dose à 250 kg par mètre cube. C'est-à-dire que 250 kg par mètre cube, c'est 5 sacs de ciment. Un sac de ciment étant égal à 50 kg. Donc, pour 5 sacs de ciment, il faudra 20 brouettes. Donc 20 brouettes. Donc, 20 brouettes et donc en suivant ce tableau, donc vous aurez directement pour chaque type de mortier, parce que les briques sont faites à base de mortier, donc le même dosage. Par exemple, l'enduit aussi, que ce soit l'enduit extérieur, l'enduit intérieur, un enduit qui est étanche, donc ils n'auront pas les mêmes dosages. Donc pour chaque type de mortier, en connaissant le dosage, vous pouvez calculer maintenant la quantité de sable, la quantité de gravier. Donc, je me trompe, il n'y a pas de gravier dans le mortier. Donc, la quantité de sable et la quantité de ciment. Donc, pour les matériaux par mètre carré ou mètre linéaire, donc vous pouvez avoir un tableau. Donc, par exemple, si vous devez faire un enduit de 1,5 cm, parce que l'enduit sur mur, donc souvent, l'épaisseur, c'est
1,5 cm. Donc, intérieur, extérieur, donc vous aurez une épaisseur totale de 3 cm. Donc, ce tableau, donc, ça vous facilite les calculs. Donc, c'est des calculs qui sont déjà établis parce qu'on connaît les dimensions de centimètres. Donc, vous avez 1 cm d'enduit. Donc, connaissant la surface du mur à enduire, donc, vous pouvez directement déduire la quantité de ciment et la quantité de sable nécessaire. Donc, 1 mètre carré d'enduit, 1,5 cm sur un mur, donc 1 mètre carré à enduire avec une épaisseur de 1,5 cm, ça correspond à 5 kg de ciment et 0,015 m3 de sable. Donc, à partir de cela, vous pouvez quantifier, vous pouvez calculer, par exemple, de boussées secs, c'est-à-dire le nombre de sacs de ciment pour tout enduit de votre bâtiment. Donc, ainsi de suite pour les chapes, donc les chapes ou bien la pose du carrelage, donc la pose des faïences, donc même pour la pose des agglos, vous pouvez déduire directement les quantités de ciment ou de sable à utiliser. Donc, de même, donc, pour le dosage des briques, donc les briques sont faites à base de mortier. Donc, ce tableau donc, montre selon le type de briques que vous allez utiliser. Donc, briques creux ou briques. Donc, il y a des briques 7. Donc, quand on dit c'est l'épaisseur du brique ou la hauteur, donc, selon comment vous le prenez. Donc, c'est 7. Donc, briques creux de 7, il y a des briques creux 10. Donc, le plus courant qui est utilisé dans nos bâtiments, donc, c'est les briques de 15. Donc, les briques creux de 15 pour le mur de remplissage et les briques pleins de 15 pour les murs de soubassement. Donc, pour chaque type de brique, donc, vous pouvez directement déduire le volume de moitié de confection. Donc, vous pouvez directement le volume de moitié de confection. Donc, là, on vous donne, par exemple, pour la première colonne, le volume de confection en cube par unité. Donc, une seule brique, par exemple, je prends une brique de 15. Donc, une seule brique de 15 va nécessiter 0,068 m3. Ce sera la moitié de construction, sera 0,0078 m3. Maintenant, en connaissant le dosage correspondant à une brique, vous pouvez déduire directement la quantité de ciment et de sable. Longueur de ces barres. Donc, si les barres sont faites en achat de 12, en fer de 12, fer de 10 ou fer d'autres, mais il faudra aller chercher les longueurs. On pourra quantifier d'acier. Donc, par exemple, dans ce tableau, on vous montre, je prends l'exemple d'une semelle de 100 x 100. Donc, 100 cm x 100 cm. Donc, c'est une semelle avec glacis. Donc, hauteur du patin 20 cm, hauteur du patin de 20 cm, la hauteur du glacis qui est de 15. Donc, vous avez ici, donc on peut donc selon la formule que je viens que je vais vous présenter, vous pouvez retrouver la longueur des barres d'acier. Par exemple, on commence par les donc nous parlerons du poteau, le poteau et de l'amos pot. Donc pour le poteau, donc comme jour, il vous faudra donc d'abord du coffrage des poteaux. Donc sur là, on vous montre le coffrage le schéma de ferrage du poteau, nombre de barres,
longitudinales et transversales. Donc, pour les barres longitudinales, donc vous prenez le nombre de barres, vous le mettez la longueur du poteau. Donc, la longueur du barre dans le poteau, c'est la longueur aussi du poteau. Mais il faudra ajouter dans ce cas la longueur de recouvrement. Parce que le ferraillage, donc, quand vous coffrez un poteau, les barres, il y a les barres qui sont en attente. Parce qu'il faudra prendre compte le recouvrement des barres. Donc, pour le poteau, par exemple, du niveau RDSL et le niveau qui est au-dessus de lui. Donc, pour la longueur des barres, donc vous prenez la longueur du poteau, donc vous y additionnez la longueur du recouvrement. Donc, de ce fait, vous aurez la longueur totale de la barre. Vous la multipliez par le nombre de barres que vous avez dans le schéma de votre ferraillage. Donc, vous aurez la longueur totale dans les barres longitudinales du poteau. Donc, pour les barres transversales, donc, par exemple, il faut connaître le type de barres transversales. Soit c'est des cadres soit c'est un cadre ou un cadre avec des étriers ou des épingles. Donc, par exemple, pour un cadre, donc sur les schémas de ferraillage, du cadre, la longueur d'épée du cadre. Par exemple, le cadre, on vous donne, donc vous pouvez calculer la longueur totale. Connaissant la longueur du cadre, donc qui a été coudé pour avoir ce cadre fermé là. Donc, de ce fait, vous multipliez la longueur par le nombre de cadres. Donc, le nombre de cadres sera obtenu en prenant la longueur du poteau et en divisant l'espacement. Parce que l'espacement pour un poteau, donc l'espacement des cadres, il est constante. Donc, prenant la longueur du poteau, vous divisez par l'espacement, vous aurez le nombre là. Donc, vous pouvez ajouter 1 parce que, donc, comme c'est un espacement, donc, c'est une division, vous ajoutez une valeur de 1 pour avoir le nombre de barres. Et vous multipliez par la longueur d'un seul cadre et vous aurez la longueur totale des cadres. Donc, la longueur totale des essais transversales pour le poteau. Donc, c'est comme ça que se fait le maîtrise du ferraillage pour le poteau. Maintenant, pour la poutre, donc, il faudra que vous ayez, par exemple, le schéma de ferraillage de la poutre. Donc, donc ça, c'est obtenu après le dimensionnement. Donc, comme je l'ai dit, donc l'avant-maîtrise, il se fait toujours à partir des plans architecturaux, mais aussi des plans d'exécution, des plans de ferraillage. Donc, après avoir, donc, on sort les plans de ferraillage. Donc, on vous donne le plan de ferraillage qui vous montre. Donc, vous savez que les poutres, ils ont un ferraillage un peu plus compliqué par rapport aux poteaux. Parce qu'il y a des barres longitudinales, des aciers comprimés, des étendues, donc des aciers de renfort. Donc, l'espacement cadre n'est toujours la même. Donc, ça, ceux qui ont fait un cours de béton peuvent comprendre pourquoi. Donc, de ce fait, sur les schémas, on vous donne directement un tableau qui l'accompagne, un tableau de ferraillage du poteau. Donc, c'est le tableau que vous voyez en haut à droite. Donc, en haut à droite, vous avez un tableau qui accompagne donc, le schéma de ferraillage de la poutre. Donc, ce tableau-là, ça vous permet directement de faire le maîtrise du ferraillage parce que ça vous donne tous les types de barres qui sont utilisées, donc, et la longueur développée de ces barres et leur nombre. Donc, à partir de cela, vous pouvez connaître la longueur totale de chaque type de barre, que ce soit des essais de 12 ou de 10 dans la poutre. Donc, maintenant, ces calculs de ferraillage sont faits en connaissant les plans de ferraillage. Donc, à défaut d'avoir les plans de ferraillage, donc dans certains cas, si vous devez faire une estimation, vous devez faire un maîtrise, vous devez estimer, par exemple, le ferraillage, alors que vous n'avez pas encore les plans de ferraillage. Donc, il y a avec aussi la pluie et autres. Donc c'est des choses où on n'y peut rien. Donc, on essaie de continuer donc, pour finir avec le ferraillage. Donc, quel est le ratio? Par exemple, les semelles en béton armé, donc, ils ont environ
Donc, on peut aussi estimer les fils d'attache, donc ce qu'on appelle fil de fer. Donc pour les fils d'attache, une tonne d'acier sera attachée avec 20 kg de fils d'attache. Les fils, ce qu'on appelle ici couramment fil de fer. Hein. Donc, maintenant, après avoir quantifié le frayage, donc nous avons calculé à partir des plans les maîtrises du frayage, mais nous avons des valeurs en longueur, parce que les longueurs des barres, donc multiplié par le nombre de barres, vous avez des valeurs en longueur. Maintenant, ces valeurs en longueur, donc ces valeurs linéaires, doivent être ramenées en masse, c'est-à-dire en valeur de masse, en kilogrammes. Donc, il faut connaître donc quel est, par exemple, le rapport entre le linéaire d'acier et sa valeur en masse. Donc, à travers ce tableau, vous pouvez ramener, par exemple, la valeur les longueurs de barres que vous avez en leur valeur en masse, en kilogrammes d'acier. Par exemple, donc, les aciers sont commandés par paquet de barres de 100 kg. Donc, chaque barre a une longueur de 12 mètres. Donc, chaque barre a une longueur de 12 mètres et les barres sont commandées par paquet de 100 kg. Maintenant, 100 kg de fer, ça fait 34 barres. Donc, vous avez 100 kg de fer de 6 qui fait 34 barres. Chaque barre fait 12 mètres. Donc, vous pouvez faire un lien entre 100 kg de fer de 6 et le nombre de mètres que ça va correspondre. 34 fois 12 mètres. Vous avez le nombre de mètres que ça va correspondre. Donc, avec règle 3, vous pouvez ramener toutes les valeurs que vous avez calculées dans votre méthode. Les valeurs de Voilà. Bonsoir encore à tout le monde. Voilà. Tantôt, on a voulu même proposer une deuxième partie, mais pratiquement, on est presque vers la fin de l'exposé. C'est vrai qu'il y a les problèmes du réseau qui deviennent récurrents, mais quand même, accordons un peu plus de temps pour finir. Après le reste, on pourra en tout cas se rattraper
avec les fichiers PowerPoint et l'enregistrement aussi. Donc, les détails de calcul et les dimensions. De ce fait, vous retrouvez les quantités. Maintenant, les documents à produire, donc on a fait tous nos calculs, on peut produire les documents. D'abord, on produit un devis quantitatif, donc qui va donner, après le descriptif des éléments, donc les quantités qu'on a calculées. Donc, je vous donne directement un exemple de devis. Donc là, vous avez un exemple de devis. Donc, vous le faites d'une manière chronologique. Vous commencez par les tracements. Donc, on passe par les fondations. Donc, on énumère chaque ouvrage élémentaire. Donc, il y a une autre colonne pour l'unité correspondante et directement, vous donnez le résultat des quantités que vous avez calculées. Donc, vous faites ça pour les tracements. Après, il y a les fondations. Après, vous continuez. Donc, vous continuez jusqu'à l'élévation et donc, terrassement, fondation, élévation, mais aussi le second œuvre. Donc, il ne faut pas oublier aussi, il y a le second œuvre appelé le gros œuvre. Donc, ça. Donc, après donc, vous avez maintenant le quantitatif. On peut chercher le devis estimatif qui va permettre d'estimer le coût de l'ouvrage. Donc, pour cela, il faut connaître les prix unitaires. Donc, le prix, il peut être basé à partir du bordereau des prix. Donc, le bordereau, c'est une liste de nombres limités de prix unitaires se rapportant à des ouvrages entrant dans la construction envisagée. Donc, les prix du bordereau sont établis ils sont établis statistiquement par dépouillage des rappels des appels d'offres. Donc, à partir des appels d'offres qu'on fait pour les marchés publics, on peut connaître à peu près quel est le prix des ouvrages élémentaires, le prix, par exemple, le prix d'un mètre cube de béton armé. Donc, on peut le définir à partir du bordereau. Donc, on peut aussi le déterminer à partir de la série des prix. Donc, qui sera un prix. Donc, ce prix qui est dans la série des prix, donc c'est un prix qui est plus exact parce que ça prend en compte toute la main-d'œuvre parce que un mètre cube de béton armé, il y a le prix des matériaux, il y a les main-d'œuvre, il y a le matériel utilisé, il y a les frais généraux, mais il y a aussi le bénéfice parce que l'entrepreneur, lui aussi, il va prendre en compte les bénéfices qu'il recherche. Donc, tout cela, ça nous donne un prix pour l'élément, pour l'ouvrage élémentaire. Maintenant qu'on connaît les prix, donc on fixe nos prix. De ce fait, nous pouvons maintenant calculer un devis estimatif. Donc, je vous présente ici un exemple de devis estimatif. Donc c'est un cumulé, c'est un devis quantitatif et estimatif. Donc, il y a les quantités, vous multipliez par les prix unitaires, vous avez le prix estimatif. Donc, vous voyez que c'est très ordonné, donc on suit toujours un ordre chronologique. À chaque phase, donc, on définit un sous-prix, comme je l'ai dit, parce qu'il faut savoir le prix de chaque phase. Donc ce devis estimatif peut permettre, par exemple, à une réponse à un appel d'offres pour les marchés publics, essayer de gagner un marché. Donc, vous quantifiez. Après, vous présentez vos prix pour pouvoir, donc, si vous êtes le moins offrant, donc, vous pouvez gagner un marché. Donc, c'est comme ça qu'on présente un devis estimatif. Donc, c'est le deuxième type de document qu'on peut sortir. Donc, ça, c'est la suite. Donc, il y a les terrassements, les
Donc, dernier type de document qu'on peut sortir, c'est le débouché sec en matériaux. Donc, il représente le coût des matériaux. Donc, dans ce cas, après avoir calculé les quantités, donc, en connaissant les dosages, on recherche les quantités en ciment, en gravier, en sable, en fil d'attache. Donc, connaissant aussi le prix de ces matériaux, donc on peut retrouver le prix des matériaux. Donc, ici, le débouché. Donc, voici les trois types de documents. Donc, on peut reproduire, à partir du maîtrise déjà effectué. Donc, on peut conclure, on conclut pour dire que donc, le maîtrise, il a une importance capitale dans le domaine du BTP que nous sommes, parce que sans maîtrise, on ne peut pas connaître le coût d'un ouvrage. Donc, il est impératif donc, pour chaque ingénieur ou même technicien dans le BTP d'avoir une bonne maîtrise du maîtrise. C'est un élément, donc c'est une partie indispensable dans le domaine de la construction. Donc, c'est réalisé seulement poser aussi ces prix. Donc nous qui sommes ingénieurs géodésiens et techniciens, nous devons impérativement maîtriser le maîtrise. Mais maintenant, même l'entrepreneur aussi, lorsqu'il gagne le marché, il doit faire aussi au moins son débouché sec, connaître les prix des matériaux à utiliser, le ciment et autres. Donc, de chaque côté, maintenant, le client, lui, il n'est pas du domaine. Il n'est pas du domaine. Par exemple, le client, il n'est pas du domaine. Donc, il a besoin, par exemple, du maître d'œuvre qui est l'architecte. Donc, l'architecte aussi, donc les architectes sont très bons en calcul maîtrise parce que c'est une partie qui est très importante dans leur mission. Donc, les architectes sont aussi des maîtres. Donc, mais aussi l'entreprise qui va gagner le marché aussi, ils doivent faire le maîtrise. Donc, à chaque niveau, donc, il faudra faire le maîtrise pour les deux parties. Le client avec son architecte, qui est le maître d'œuvre, qui l'aide. Donc, ils doivent connaître aussi les quantités. Donc, pour aussi que le client puisse connaître le budget à prévoir. Donc, l'entrepreneur qui va exécuter aussi, il doit connaître les quantités. Sans cela, il ne peut pas exécuter. Donc pour les parties, donc chaque partie on doit avoir quelqu'un qui doit savoir faire le maîtrise. Maintenant, au sein d'une entreprise, donc quand tu fais un maîtrise, il serait bien bon aussi, par exemple, si c'est un ingénieur ou un technicien qui le fait, donc son supérieur peut le vérifier. Donc, parce que c'est des calculs, hein? Donc c'est fait par une personne. Donc, il peut y avoir des erreurs. Donc, ça aussi, c'est... Donc, pour une entreprise, donc la personne qui fait le maîtrise, donc on peut la vérifier. Même pour les plans, c'est toujours comme ça. Quand vous faites un calcul de plan, un dimensionnement, donc il y a souvent quelqu'un qui le fait, il y a un autre qui vérifie. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si c'est bien répondu ou pas. Oui, merci beaucoup. Il y a Djibril Mbeng aussi qui a levé la main. Djibi, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Donc, je vous remercie de votre initiative. Et je vais donc passer. J'avais deux questions. Je vous rappelle, je suis niveau en génie civil. Donc, ma première question, ça porte au niveau de ce poisson. C'est-à-dire, quel est son intérêt et quelles doivent être ses caractéristiques? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre en béton armé directement? Pourquoi on utilise des briques princes, je ne sais pas, les caractéristiques, comment ça doit être en fait? Qu'est-ce qui le différencie aussi des murs d'élévation? Ça, c'était la première question. Bon, pour ma deuxième question, c'était quel est le rapport entre le maîtrise et, par exemple, tout ce qui est formulation du béton, par exemple, le maîtrise, par exemple, et le type de ciment à utiliser, ou bien, je ne sais pas, le type de granulat, ou bien est-ce que ça ne fait pas partie du maîtrise?
Donc, je vous remercie. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on entend très bien Djibril, mais Moussetine a quitté à nouveau. Peut-être, voilà, il vient de se connecter. Donc, je pense que si cette question est... donc là, si la réponse est satisfaisante, on peut passer à une autre. Donc, s'il y a au moins deux autres questions ou trois autres questions, on peut... Donc il y a Mohamed Habib, Djibril Meng aussi. Djibril Meng d'abord, qui a présenté sa question tout à l'heure. Djibril, vous pouvez reprendre? Oui. Donc, merci. Bon, pour la première question, je disais, c'est-à-dire le mur, bon, je rappelle, si nous voyons civil, le mur de soubassement, en fait, c'est-à-dire quel est son intérêt et quelles doivent être ses caractéristiques. Parce que je me demande pourquoi est-ce qu'on ne le met pas directement en béton armé ou bien qu'est-ce qui différencie le mur de soubassement et aussi les murs d'élévation. Parce que si on regarde bien le schéma que vous avez donné tout à l'heure, on voit que en dessus du mur de soubassement, il y a une poutre qui passe et qui relie les deux poteaux qui vont au niveau des fondations. Donc, toutefois, par exemple, la poutre fléchie, est-ce que ça ne pourrait pas, je ne sais pas, provoquer des fissures au niveau du mur de soubassement? C'est une question. Donc, ça, c'était la première question. Voilà. Pour la deuxième question, j'aimerais le rapport entre le maîtrise et la formulation, ou bien, je ne sais pas, le type de ciment, le type de granulat, ou bien les heures du vent. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que c'est le maître qui doit les choisir, ou bien comment ça se passe? Je vous remercie. Le maître, je n'ai pas bien entendu, et ça grince là un peu. Ah, d'accord. Je disais, quel est le rapport entre le maître et... Ça grince un peu, hein? C'est bon, oui. Vous m'entendez? Non, la deuxième question, je n'ai pas tout entendu. La différence entre le maître et ouais, la formulation... je vous entends, mais ça grince, le micro grince. Ah, d'accord. Donc, vous voulez dire la différence entre le maître et la formulation. Celui qui formule le béton, est-ce que c'est le maîtreur ou bien celui qui choisit le type de matériau, en fait, pour faire court? Ça, c'était la deuxième question. Non, là, donc, je répondrai à cette deuxième question. Donc celui qui fait le maître, donc on lui donne tout. Hein. Donc, donc, il doit d'abord avoir le cahier des clauses. Donc, le cahier des clauses, le cahier des charges. Donc, c'est dans ce cahier des charges qu'on va lui présenter quelles sont les formulations à appliquer. Donc, c'est pas lui, son rôle, c'est de calculer. Donc, on lui donne toutes les spécifications. On lui dit, le béton sera dosé à 350. Ce n'est pas lui qui choisit. Donc, tous ces choix-là ont été faits dans la maîtrise d'œuvre. Donc, dans l'élaboration des documents qui vont permettre de savoir quelle sera la mise en œuvre de chaque ouvrage. Donc, le maître, on lui donne toutes les informations. Lui, il vient et calcule directement, par exemple, connaissant les dosages et autres, il calcule directement les quantités. Donc, le maître, son rôle, c'est le calcul des quantités. Maintenant, dans le bureau technique, c'est le bureau d'architecture et d'ingénierie, c'est le rôle maintenant de choisir toutes les spécifications, la mise en œuvre de. Tu vois? Donc, c'est ça le rôle. Le maître, lui, il calcule. Si c'est l'entreprise, donc lui, il calcule les quantités. On lui demande d'exécuter tellement à un dosage de 350 grammes par mètre cube. Lui, il calcule les quantités nécessaires. Donc, pour la deuxième question, c'est ça. Donc, il faut savoir que chaque fois, pour le client, il a un maître d'œuvre, une maîtrise d'œuvre, un bureau d'architecture ou un bureau d'études techniques, donc qui gère donc le descriptif. Dans le descriptif, toutes ces informations sont données. Les formulations, la mise en œuvre, donc les dosages et tout autre. Donc, le maître, lui, l'entrepreneur, quand il veut gagner le marché, donc il a toutes ces informations. Il ne fait que calculer les quantités. D'accord. Donc, pour la première question, il y a une différence entre le soubassement et les murs d'élévation. Donc, les murs d'élévation, c'est souvent des murs de remplissage. Donc, ça dépend aussi du système de construction utilisé. Donc, ta question touche beaucoup de choses. Donc, les murs, par exemple, quand on est dans un système
poutre. Donc, les murs de remplissage, ils n'ont pas un rôle, n'ont pas un rôle porteur, hein, tellement. Donc, ils n'ont pas un rôle de reprise de charge, donc souvent. Donc, ils sont faits à partir de briques creux. Maintenant, le mur de sous-bassement, lui, donc si l'exécution est bien respectée, quand on est en mur porteur, hein, donc on exécute le squelette de l'ouvrage. Normalement, donc, dans ce cas, on peut dire que même les ruines doivent être exécutées en premier, parce que le squelette est exécuté, après on dispose les murs, que ce soit le mur de sous-bassement et le mur d'élévation. Parce que les murs, ce n'est pas le rôle dans le système poteau-poutre de reprendre des charges. Maintenant, le mur de sous-bassement, comme c'est un mur de fondation, c'est au niveau de la fondation, donc il a un rôle aussi de protection, parce qu'il y a des terres de part et d'autre. Il y a des terres de part et d'autre de la fondation. Donc, c'est ce qui fait que les murs de sous-bassement, il fait parce que l'agro-plein, je veux dire. Donc, c'est plein. Donc, ça permet aussi de parer, d'une part, une partie de terre. Ça permet aussi de protéger l'ouvrage par rapport à l'extérieur. Puisque par rapport à l'extérieur, il peut y avoir de l'infiltration de l'eau, quelque chose comme ça. Tu vois? Donc, ça a un autre rôle qui est plus important que pour le mur de l'emplissage, qui est un mur creux. D'accord? Donc, merci beaucoup, c'est bien répondu. Bonjour, monsieur Tin. Oui, bonjour, c'est Dia. Non, c'est Cheikh Tidiane Seck. Bonjour, c'est Dia ou bien? Non, c'est Seck. C'est Tidiane Seck, oui. Je pensais que c'était mon ami Dia. Ah, ok, c'est Cheikh Tidiane. Donc, vous êtes à l'UFR, de toute façon, ça aurait été bien que chaque fois quand vous prenez la parole, vous présentez, je peux savoir tout. Parce que je vois qu'il y a même des gens qui ne sont pas issus de l'UFR ici. Donc, c'est ça que je voulais entrer. C'est bien de savoir aussi. Master en géotechnique. Master en géotechnique. Donc, toi, je devrais te connaître peut-être. Ah oui, normalement, bon, même. Allez-y pour la question. Donc. Ok, bon, je pense que ce n'est pas une question, mais tout d'abord, je félicite le travail vraiment qu'a mené le président du club, Maudou Sarr, mais aussi féliciter l'ensemble des membres. En même temps aussi, je vais me présenter en tant que président de la commission pédagogique aussi, en collaboration avec mon frère Cheikh Ahmed Tidiane Seck aussi, et l'ensemble des membres du club. Vraiment, je vous présente mes salutations les plus distinguées. Moi aussi, remercier l'ensemble des participants. Vraiment, j'ai vu le taux de participants, mais vraiment, c'est élevé aujourd'hui. Et vraiment, nous remercions votre présentation. Vraiment, si les questions et les réponses, vraiment. Bon, avant les anciens, vraiment, ils nous encouragent. Vraiment, toutes nos félicitations à eux. C'est simplement ces mots que je voulais dire. Merci tout le monde. OK. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, il y a la main de Mohamed Habib Gueye. S'il est toujours en ligne, il faut... Oui. Alors, bonjour. Vous avez... Bonjour, oui. Oui, c'est Mohamed Habib Gueye. C'est qui c'est? Allô? Mohamed Habib Gueye, c'est Yaoussaf. Gueye, oui. Non, ça. Bon, ma question c'était, des fois, on rencontre des clients qui veulent connaître le prix de construction avant même que, c'est-à-dire, avant même d'avoir fait les plans de fer ou bien plans de coffrage. C'est-à-dire, eux, ils veulent faire des empreintes, par exemple, sur des empreintes. Maintenant, ils veulent connaître le prix estimatif avant même les plans d'exécution. Maintenant, dans ces cas-là, comment faire le prix des plans d'exécution? Il faut connaître le prix du global, c'est le prix construction globale avant même d'avoir entamé les plans d'exécution. Le prix de la construction globale. Hein? Construction, oui. Avant même d'avoir le budget, avant même d'avoir débuté les plans d'exécution. Donc, avant même d'avoir fait les plans. Oui, il veut connaître le prix estimatif. Oui. Pour faire des plans, on peut donner une estimation.
mais c'est-à-dire que c'est les plans c'est les plans qui nous permettent d'avoir une estimation exacte, hein, qui est plus proche de la réalité. Mais maintenant, avant d'avoir les plans, vous pouvez seulement faire une estimation, mais il faudrait d'abord les plans du bâtiment, les plans de frayage et plans d'architecture, pour pouvoir maintenant calculer, être proche de la réalité. On peut faire une estimation, mais sans les plans, ce ne sera pas, à mon avis, ce ne sera pas exact. Puisque même, regardez, parce que lorsqu'on n'a pas les plans de frayage, donc il y a une estimation qui est faite. Parce qu'en connaissant, par exemple, donc c'est des estimations qui se basent sur la statistique. Donc, on peut dire en moyen, par exemple, un élément en béton armé, une semelle, une poutre, donc il contient telle quantité de grammes par mètre cube. C'est des estimations, donc ce n'est pas toujours la réalité. Donc, c'est des estimations moyennes, c'est ni maximum ni minimum. Donc, ça permet d'avoir une approche, mais ça ne permet pas. Donc, sans les plans finis, vous ne pouvez pas avoir une estimation réelle du bâtiment. Donc si j'ai bien compris, le devis vient, mais le maître vient chaque fois à la fin du potentiel, après avoir terminé les plans de frayage, plans de coffrage et plans archi. Oui, c'est là où commence le maître, l'avant-maître même. Parce que quand on dit maître, c'est pour un bâtiment qui est déjà construit. Un bâtiment qui est déjà construit, on te demande, ce bâtiment-là, quel est son prix? Donc, tu viens, tu prends tes mesures, tu regardes tout ce qui a été exécuté comme gros œuvre et second œuvre dans un bâtiment, et maintenant, vous dégagez le prix. Mais l'avant-maître, il faut d'abord qu'il y ait les plans pour pouvoir commencer. Sans les plans, vous ne pouvez pas commencer l'avant-maître. Ok, merci. D'accord. D'accord, ok, merci. Merci, David. Donc, s'il y a toujours des questions, on peut en choper, hein. Sinon, l'essentiel a été fait. Question. C'est qui, oui, vous pouvez y aller. En fait, cette question. Voilà. Bon, concernant le volume du remblai, le remblai ou remblai contre fondation, bon, vous avez calculé le volume, bon, vous avez donné la formule, mais moi, en fait, ça graisse un peu. C'est bon, bien? Allô? Oui. Je n'ai pas bien entendu. Ça grince avec le retour là du micro. Allez-y, s'il vous plaît. Bon, je disais pour le volume du remblai. Pour le béton armé. Allô? Bon, le volume du remblai. Vous disiez? Le volume du remblai, en fait. Allez-y. Voilà. Que ce soit le remblai contre fondation ou cela, je disais, Oui, quand les on remblais calcule le contre volume, fondation. c'est-à-dire qu'on peut connaître le volume de sable qu'il faut. Pardon? Oui, allez, je vous écoute. Bon, je disais, quand on calcule le volume, est-ce que ça correspond exactement au volume de sable qu'il faut apporter? Parce que je pense qu'il faut connaître d'abord, par exemple, la compacité. Parce que, si on prend le volume, si on compacte, peut-être ça sera beaucoup plus. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'est quel est l'intérêt des glacis? Donc, la première question, je sais que c'est par rapport à la remblai contre fondation, mais je n'ai pas bien entendu. Le micro grince à mon niveau. Ok. Bon, je disais, c'est-à-dire, le micro on ne grince connaît pas... à mon niveau là. Donc, c'est encore, par rapport au remblai contre fondation. Donc, allô? Vous m'entendez? D'accord, voilà. Je disais, pour le volume. J'écoute, je vous écoute. Le volume, oui. Voilà, le volume de sable qu'il faut apporter. Est-ce que ça va correspondre exactement au volume calculé, puisque on peut compacter le sable, par exemple?
Je ne sais pas si vous comprenez la question. Donc, ça agresse un peu, mais je pense que j'ai un peu compris. Ça veut dire que pour les remblais, il faut toujours multiplier le volume que vous devez. Par exemple, quand vous avez, par exemple, un creux que vous devez remplir, parce que les remblais, c'est des opérations. Donc, on essaie de remplir un vide que vous avez rempli. Donc, ce vide-là, il a ses dimensions. Par exemple, c'est une dimension qui est cubique. Donc, vous faites la multiplication des trois dimensions pour avoir le volume. Par exemple, si c'est une dimension, si c'est un creux qui a la forme d'un cube. Donc, cette dimension-là de terre, parce que quand vous allez rembler, vous allez compacter. Donc, qui dit rembler dit compactage. Donc, qui dit compactage, donc le volume d'air il va ressortir. Ça veut dire que donc, le volume que vous devez apporter sera supérieur au volume réel de la multiplication de ces trois dimensions. Parce que quand vous allez remplir ce vide-là, parce que normalement, je n'ai pas précisé ça dans la présentation. Donc, quand on remblait, donc, on compacte. Donc, vous n'allez pas d'un seul coup mettre verser toute là-dedans. Donc, vous versez par des couches de 20 cm à 30 cm et vous compactez. De ce fait, l'air va ressortir. Ce qui fait que donc, ce vide-là, donc sa dimension réelle, ce volume réel, ça différent du volume que vous devez apporter. Parce que le volume que vous devez apporter, le volume qui est en place, il doit être plus grand parce que là-bas, il est aéré. Mais quand vous allez remplir le remblai, donc en compactant, hein, donc ce volume-là, il sera plus petit. Donc, il faut toujours multiplier. Pour connaître le volume à ramener, il faut toujours multiplier par le coefficient de foisonnement. Ah, ok. D'accord. Voilà. Merci, Djibi. La deuxième question, c'est au niveau des glaciers, leur rôle en fait, ou bien quel est leur intérêt, quoi? Oui, allez-y. Le rôle des glaciers. Allez-y, oui. C'est bon. Vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends bien. Voilà. C'est-à-dire, quand au niveau de la semelle, la forme, en fait, oui. vous ne prenez pas une forme, je ne sais pas, cubique. Pourquoi? Quel est le rôle des glaciers? Le fait de mettre des glaciers, qu'est-ce que ça, je ne sais pas, quel est le rôle? Le semelle avec glacis. Voilà. Oui, exactement. Donc, quel est le rôle de mettre des semelles avec glacis? D'accord. C'est la question. Oui. Donc, les semelles, donc normalement, les semelles courantes, c'est des semelles de forme cubique. Donc, vous avez les dimensions. Donc, si vous avez fait un cours de béton armé, donc vous pouvez comprendre comment se fait le calcul des semelles. Donc, vous avez les dimensions et la hauteur de la semelle. Mais en réalité, si on comprend bien comment travaille une semelle, comment se fait la répartition des charges, donc quelqu'un qui comprend ça, il peut voir que le poteau, en ramenant la charge, il transmet la charge donc suivant un certain angle. Donc, suivant un certain angle, donc suivant donc la transmission. Donc, vous avez un poteau, vous avez une semelle qui a une surface plus grande. Donc, il va transmettre ses charges suivant un certain angle. Donc, ce qui fait que, donc, il y a une partie, donc les parties, donc ces parties-là que vous pouvez découper là, donc quand vous comparez les deux, donc c'est comme s'il y a une partie qu'on a découpée de la semelle courante. Donc, c'est des parties en réalité qui ne travaillent pas. Donc, si vous pouvez respecter, par exemple, une hauteur de patin qui est égale à, donc, si je me souviens bien, donc, c'est la hauteur de patin est la fonction de la hauteur, en fonction des barres d'armature à mettre de la semelle. Donc, quand vous connaissez les barres d'armature, donc, vous pouvez respecter, dès lors que vous pouvez respecter une hauteur de patin, donc, il y a une formule, je ne retiens plus la formule là. Donc, le reste donc, qui sera la hauteur du glacis, vous pouvez l'enlever. Donc, ça permet une économie du béton. Donc, vous pouvez faire des recherches là-dessus. Donc, c'est des trucs de béton armé, donc qui permet aussi d'économiser cette partie-là. Donc, ça va dépendre de la hauteur du patin à respecter. Donc, la hauteur du patin, elle est en fonction de la barre d'armature à disposer. Donc, c'est des trucs de béton armé. Donc, il y a une formule qui vous permet d'avoir la hauteur H du patin en fonction de cette barre. Donc, je ne l'ai plus en tête. Donc, dès que vous la respectez,
Donc, le reste, donc, vous pouvez économiser. Mais maintenant, son exécution est plus difficile à exécuter parce que son exécution aussi est plus difficile. Donc, c'est en termes d'économie, il faut comparer les deux. Le fait de couler tout en béton ou bien de faire avec glacis, parce que le glacis aussi, il faut bien respecter la forme du glacis. Donc, l'exécution est plus coûteuse que l'exécution d'une semelle courante. Donc, il y a ce jeu-là qu'il faudra tenir en compte. D'accord. Intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc, une autre question. Donc, je prends une question et on arrête. Hein. Donc, il est 23 heures. S'il y a une autre. Bonjour, M. Tin. Oui, bonjour. Et souvent, je vois les... C'est qui? J'ai une question. Les topographes font l'estimation, c'est-à-dire l'estimation des bâtiments. Au lieu d'appeler un ingénieur génie civil. Mais pourquoi? Je voudrais savoir. En réalité, pourquoi on fait... C'est un topographe, quoi. Oui. Oui, un topographe, j'ai dit. Ça grince, hein, donc J'ai pas bien entendu. Allô? J'entends pas bien, donc je n'ai pas entendu là. Je disais, bon, en général, pour faire l'estimation des bâtiments, ça dit que ça le mettre après faire l'avant. Si on pouvait, c'est-à-dire que après la construction, en général, pour faire l'estimation du bâtiment, les gens font appel au topographe ou bien un topographe à faire l'estimation au lieu d'appeler un ingénieur génie civil. Oui. Oui, pour les opérations de tracement, avoir un topographe, c'est mieux parce que c'est vous qui êtes les spécialistes pour les calculs donc pour les opérations de tracement et d'implantation. Donc, on a besoin certainement des topographes. Donc là, c'est surtout dans les grands chantiers, hein, donc parce que tout chantier dépend des moyens. Hein, donc, Au fait, je ne parle pas de terrassement. En général, ça dit qu'après la construction, ça dit qu'en général, on voit des topographes faire des estimations au niveau des bâtiments pour donner le prix, quoi, pour donner le prix entier d'un bâtiment. Bon, je me demande pourquoi pas on n'a pas fait appel à... Ça dit que mais quand un topographe vient sur un bâtiment, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait des mesures. Le topographe, son rôle, c'est de mesurer, non? Oui, exact. Ou bien, il cherche des altitudes et des mesures des longueurs. Donc, c'est un mètre. Ça dit qu'avec ces mesures, surtout avec un bâtiment déjà accompli, donc le topographe, il permet d'avoir des mesures plus précises. Donc, c'est ça la chance du géomètre topographe. Ces mesures sont plus précises. Avec ces mesures-là, on peut faire un mètre. Oui, exactement. C'est ça le rôle de leur présence. En général, aussi, en général, il donne, supposons qu'il peut donner des prix, quoi. C'est-à-dire que si on fait allusion à, comment dirais-je, au foncier, c'est-à-dire que le foncier, eux, ils font le foncier. Et à partir de là, une fois qu'ils font le calcul, ils donnent des prix. Et je demande pourquoi pas. Leur mesure, oui. Après, ils donnent des prix en général. Oui, je ne sais pas mais ça se base sur quoi? Hein? Ça se base sur leur expertise foncière ou quelque chose comme ça. Oui. C'est ça que je voulais des éclaircissements, quoi. Hein? Toi, tu es un topographe ou bien? Non, je ne suis pas un topographe, je suis un géotechnicien. Donc ça, là, faudra poser la question aux topographes, comment est-ce qu'ils font en prenant seulement des mesures. Peut-être c'est par exemple, les experts fonciers, ils ont leur manière à eux de peut-être d'estimer. Donc ça, j'en sais. Je n'en sais peut-être, j'en sais pas grand-chose. Hein. Donc il faut peut-être se rapprocher au topographe, peut-être. Ok, Inch'Allah. Fait un coup de foncier. Ok, merci beaucoup. D'accord. Donc, d'accord, Moussa, donc si c'est bon, donc on peut, je pense, arrêter.
Donc, on a eu beaucoup de soucis de connexion, mais donc, peut-être peut-être ça ne dépasserait pas, avec tous ces soucis-là, peut-être ça n'aurait pas dépassé les 2 heures de temps, donc, comme prévu. Oui. Donc, j'en profite donc pour vous remercier, vous, le club Géotechnics, donc à travers 3 modules et tous ceux qui ont assisté à ce webinaire, parce que c'est un transfert de connaissances. Nous aussi, on en a besoin, vous aussi. Donc, c'est un plaisir étant des anciens, comme on peut le dire, hein, de l'UFR. C'est un plaisir toujours d'être en contact avec les étudiants, les étudiants de l'UFR, parce que l'UFR, ça vous marque, c'est là où vous avez obtenu votre formation. Donc, on vous remercie vous tous et on vous dit du courage avec le club. Donc, vous avez eu à organiser beaucoup de conférences donc, qui ont beaucoup servi même, je ne dirais pas même les étudiants, même aussi les enseignants, parce qu'avec les conférences que vous avez organisées ces années, donc c'était toujours d'une très grande importance. Donc, on vous encourage, on vous félicite. Donc, on remercie aussi Moussa Sall, donc, qui m'a dit que c'est à travers ça, donc, c'est grâce à lui qu'on a pu nous connecter avec tout ça. Donc, on lui remercie de tout ce qu'il fait pour nous, moi aussi particulièrement. Donc, s'il n'y a pas d'autres choses à dire, donc je pense qu'on peut mettre fin à tout ceci. Donc, et je vous transfère le document, Inch'Allah. Oui, merci beaucoup, M. Tim. Vraiment, toutes nos félicitations et toute notre marque de reconnaissance envers votre disponibilité et le vouloir de partager cette expérience avec nous, parce que ça va nous servir. Voilà, le plus important est déjà fait. Et avec la documentation, voilà, ça nous donne d'apprendre davantage. Mais particulièrement au nom du club géotechnique. Voilà, donc après vous pouvez nous envoyer des fichiers, il y a aussi des fichiers annexes, vous regroupez tout, comme ça on va essayer de partager. Et je remercie aussi l'ensemble des participants et en les demandant en tout cas de nous suivre, on est organisé d'autres séances dans les à venir. Donc, merci de rester. Voilà. Merci à tous. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas de tout. On peut mettre fin à cette séance. Allez-y, donc. Donc, moi, je me déconnecte et je vous dis bonne nuit, bonne fin de soirée et merci pour tout. Donc, merci à tous. Merci à tout le monde.